Maupassant, Rose. Mais toi, qu'est-ce que cela te faisait d'être aimée par un domestique? Tu étais quoi? Émue? Flattée? Émue? Non. Flattée? Oui, un peu. On est toujours flatté de l'amour d'un homme, quel qu'il soit. Oh voyons, Margot. Si, ma chère. Tiens, je vais te dire une singulière aventure qui m'est arrivée. Tu verras comme c'est curieux et confus ce qui se passe en nous dans ces temps-là. Il y aura 4 ans à l'automne, je me trouvais sans femme de chambre. J'en avais essayé l'une après l'autre, 5 ou 6 qui étaient ineptes, et je désespérais presque d'en trouver une quand je lus, dans les petites annonces d'un journal, qu'une jeune fille sachant coudre, broder, coiffer, cherchait une place et qu'elle fournirait les meilleurs renseignements. Elle parlait en outre l'anglais. J'écrivis à l'adresse indiquée et le lendemain, la personne en question se présenta. Elle était assez grande, mince, un peu pâle, avec l'air très timide. Elle avait de beaux yeux noirs, un teint charmant. Elle me plut tout de suite. Je lui demandai ses certificats, elle m'en donna un en anglais, car elle sortait, disait-elle, de la maison de Lady Rimwell, où elle était restée 10 ans. Le certificat attestait que la jeune fille était partie de son plein gré pour rentrer en France et qu'on avait eu à lui reprocher, pendant son long service, qu'un peu de coquetterie française. La tournure pudibonde de la phrase anglaise me fit même un peu sourire et j'arrêtai sur le champ cette femme de chambre. Elle entra chez moi le jour même. Elle se nommait Rose. Au bout d'1 mois, je l'adorais. C'était une trouvaille, une perle, un phénomène. Elle savait coiffer avec un goût infini. Elle chiffonnait les dentelles d'un chapeau mieux que les meilleurs modistes et elle savait même faire les robes. J'étais stupéfaite de ses facultés. Jamais je ne m'étais trouvée servie ainsi. Elle m'habillait rapidement avec une légèreté de main étonnante. Jamais je ne sentais ses doigts sur ma peau et rien ne m'est désagréable comme le contact d'une main de bonne. Je pris bientôt des habitudes de paresse excessives tant il m'était agréable de me laisser vêtir des pieds à la tête et de la chemise aux gants par cette grande fille timide, toujours un peu rougissante et qui ne parlait jamais. Au sortir du bain, elle me frictionnait et me massait pendant que je sommeillais un peu sur mon divan. Je la considérais, ma foi, en amie de condition inférieure plutôt qu'en simple domestique. Or, un matin, mon concierge demanda avec mystère à me parler. Je fus surprise et je le fis entrer. C'était un homme très sûr, un vieux soldat, ancienne ordonnance de mon mari. Il paraissait gêné de ce qu'il avait à dire. Enfin, il prononça en bredouillant. « Madame, il y a en bas le commissaire de police du quartier. » Je demandai brusquement. « Qu'est-ce qu'il veut ?» « Il veut faire une perquisition dans l'hôtel. » Certes, la police est utile, mais je la déteste. Je trouve que ce n'est pas là un métier noble. Et je répondis, irritée autant que blessée. « Pourquoi cette perquisition? À quel propos? Il n'entrera pas. » Le concierge reprit. « Il prétend qu'il y a un malfaiteur caché. » Cette fois, j'eus peur et j'ordonnai d'introduire le commissaire de police auprès de moi pour avoir des explications. C'était un homme assez bien élevé, décoré de la Légion d'honneur. Il s'excusa, demanda pardon, puis m'affirma que j'avais, parmi les gens de service, un forçat. Je fus révoltée. Je répondis que je garantissais tout le domestique de l'hôtel et je le passai en revue. Le concierge, Pierre Courtin, ancien soldat. Ce n'est pas lui. Le cocher François Pignot, un paysan champenois, fils d'un fermier de mon père. Ce n'est pas lui. Un valet d'écurie, pris en Champagne également et toujours fils de paysan que je connais, plus un valet de pied que vous venez de voir. Ce n'est pas lui. Alors, monsieur, vous voyez bien que vous vous trompez. Pardon, madame, je suis sûre de ne pas me tromper. Comme il s'agit d'un criminel redoutable, voulez-vous avoir la gracieuseté de faire comparaître ici devant vous et moi tout votre monde? Je résistais d'abord, puis je cédai, et je fis monter tous mes gens, hommes et femmes. Le commissaire de police les examina d'un seul coup d'œil, puis déclara « Ce n'est pas tout. » « Pardon, monsieur, il n'y a plus que ma femme de chambre, une jeune fille que vous ne pouvez confondre avec un forçat. » Il demanda « Puis-je la voir aussi ?»« Certainement. » Je sonnai Rose qui parut aussitôt. À peine fut-elle entrée que le commissaire fit un signe et 2 hommes que je n'avais pas vus, cachés derrière la porte, se jetèrent sur elle, lui saisirent les mains et les lièrent avec des cordes. Je poussai un cri de fureur et je voulus m'élancer pour la défendre. Le commissaire m'arrêta. « Cette fille, madame, est un homme qui s'appelle Jean-Nicolas Le Capet, condamné à mort en 1879 pour assassinat précédé de viol. Sa peine fut commuée en prison perpétuelle. Il s'échappa voici 4 mois,
Nous le cherchons depuis lors. » J'étais affolée, atterrée, je ne le croyais pas. Le commissaire reprit en riant. « Je ne puis vous donner qu'une preuve. Il a le bras droit tatoué. » La manche fut relevée. C'était vrai. L'homme de police ajouta avec un certain mauvais goût. « Fiez-vous-en à nous pour les autres constatations. » Et on emmena ma femme de chambre. Eh bien, le croiras-tu, ce qui dominait en moi, ce n'était pas la colère d'avoir été jouée ainsi, trompée et ridiculisée, ce n'était pas la honte d'avoir été ainsi habillée, déshabillée, maniée et touchée par cet homme, mais une humiliation profonde, une humiliation de femme. Comprends-tu ? Non, pas très bien. Voyons, réfléchis, il avait été condamné pour viol, ce garçon. Eh bien, je pensais à celle qui l'avait violé, et ça m'humiliait. Voilà, comprends-tu maintenant ? Et Madame Margot ne répondit pas. Elle regardait droit devant elle, d'un œil fixe et singulier, les 2 boutons luisants de sa livrée, avec ce sourire de sphinx qu'ont parfois les femmes.